Bonjour mesdames, messieurs, je suis ravi de faire cette présentation dans le cadre de la journée Un autre regard sur le vieillissement. Je remercie Dominique pour sa présentation et je m'associe à ce qu'a dit Anne-Claude. Je me réjouis chaque jour de pouvoir compter sur ta collaboration et ton amitié. Merci beaucoup. Alors, un autre regard sur le vieillissement, nous avons pensé qu'il était important d'envisager aussi la question d'un autre regard sur le vieillissement problématique, c'est-à-dire le vieillissement des personnes qui vont présenter des problèmes cognitifs, des problèmes fonctionnels. Et c'est la tâche qui me revient ce matin. Alors c'est un défi, un double défi. Le premier défi, c'est que nous défendons, mon épouse et moi-même, une position qui est encore assez marginale et qui peut choquer, qui peut perturber. Dès à présent, je voudrais signaler que nous ne mettons évidemment pas en question l'existence chez certaines personnes âgées de troubles importants, de difficultés importantes. J'ai été clinicien, Dominique l'a rappelé, pendant 15-16 ans. J'ai consulté, j'ai vu des personnes âgées avec des troubles manifestes, des troubles importants. Il ne s'agit pas de remettre en question l'existence de ces difficultés, il s'agit plus fondamentalement de remettre en question la manière avec laquelle on les interprète et la manière avec laquelle on apporte du soutien, de l'aide, des interventions auprès de ces personnes. Ça, c'est le premier défi. C'est essayer de bien faire comprendre dans toutes ces nuances en quoi notre position est bien sûr encore marginale, mais en quoi elle nous paraît indispensable. La deuxième chose, c'est qu'on ne défend pas une position comme la nôtre sans amener des arguments. Sinon, on sera considéré comme des fumistes. Non, il faut des arguments, et des arguments parfois techniques. Donc je serai parfois un peu technique, mais j'essaierai d'être le plus clair possible, même dans ces arguments techniques. Et donc globalement, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous montrer on est à la croisée des chemins. Soit on continue l'approche biomédicale dominante que je vais vous décrire, qui décrit le vieillissement problématique en termes de maladies, par exemple la maladie d'Alzheimer, en pensant qu'un jour on trouvera le médicament qui la guérira, et on verra que cette approche manifestement n'a pas apporté grand-chose jusqu'à présent, soit on change fondamentalement d'approche pour une approche plus humaniste qui prenne davantage en compte la complexité, les nuances du vieillissement cérébral et cognitif. Pour commencer, je voudrais tout d'abord dire que avoir des difficultés cognitives liées à l'âge, Anne-Claude a parlé pour elle, moi je parle pour moi, ça fait partie de l'aventure humaine. Le vieillissement affecte, touche le fonctionnement cérébral et cognitif, c'est un fait indéniable. Et comme on le verra à la fin de l'exposé, quand on a 90 ans, une grande partie des personnes ont des troubles cognitifs et fonctionnels. D'accord ? Donc, si on vit suffisamment vieux, notre tour viendra. Nous aurons des troubles cognitifs et fonctionnels pour une grande partie d'entre nous. Ça fait partie de l'aventure humaine. Le cerveau vieillit comme la peau, les articulations. J'en suis le témoin quotidien. Mais bien entendu, il y a de très grandes différences entre les personnes dans l'importance de ce vieillissement cérébral et cognitif et dans son évolution. Certaines personnes vont garder très longtemps un bon fonctionnement cognitif, auront des difficultés, mais pourront continuer à vivre une vie relativement autonome. Voyez Guylaine de Sully, sauf que il lui est arrivé ce que Anne-Claude vous a indiqué. Donc certaines personnes vont vieillir
lentement et vont conserver très longtemps une bonne autonomie et un bon fonctionnement. Alors que d'autres vont, parfois même très tôt, avoir des troubles cognitifs qui vont évoluer et qui vont entraver leur autonomie dans la vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle les personnes qui vont recevoir un diagnostic de démence. Alors, je vais parler de démence, mais nous défendons, Anne-Claude et moi, l'idée selon laquelle on devrait pouvoir changer ce terme, parce qu'il charrie avec lui, évidemment, toute une série de connotations négatives assez dramatiques. Donc, comment est-ce qu'on explique cette variabilité qui fait que certaines personnes vont avoir des problèmes relativement légers et vont évoluer lentement, alors que d'autres vont avoir des problèmes assez tôt et peuvent avoir une détérioration importante? Eh bien, et comprendre cela, c'est évidemment un enjeu capital, tant sur le plan scientifique que sur le plan sociétal. Alors, l'approche dominante que nous combattons, elle dit quoi? Elle dit les personnes qui ont des troubles cognitifs importants avec des problèmes fonctionnels, ils ont des maladies. Et une maladie d'Alzheimer, ou une démence frontotemporale, ou une démence à corps de Lewy, etc. Donc il y a plusieurs types de maladies. Chaque maladie a une cause précise. Donc c'est une approche qu'on appelle en termes un peu techniques catégorielle. Voilà, les troubles se traduisent par des maladies qui auraient des causes précises. Et donc, ce qu'on vous dit dans les médias constamment, c'est mettons de plus en plus d'argent, créons des centres sur le cerveau, et un jour, vous voyez, c'est l'approche biomédicale, ça. Et un jour, mon prince viendra avec le médicament qui, hop, guérira ces maladies. Ça, c'est l'approche biomédicale dominante. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut diagnostiquer ces maladies le plus précocement possible. Donc faire du diagnostic précoce. Alors, avec l'âge, comme Guylaine de Sully, je prends la liberté de parler et de dire ce que j'ai à dire. Je n'ai de toute façon rien à perdre. C'est ça le grand avantage de l'âge. Diagnostic précoce tel que vu par les hôpitaux universitaires de Genève. Ça, c'est le magazine Pulsation, qui est le magazine DHUG. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Reconnaître tôt la maladie, un nouveau centre de mémoire, donc créons un nouveau centre de mémoire, et vous aurez des méthodes diagnostiques vous permettant d'identifier précocement les difficultés. Alors, si vous lisez, et je vous conseille de lire, c'est très informatif, si vous lisez le texte jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous avez des troubles cognitifs légers, c'est-à-dire, comme moi, j'ai des troubles cognitifs, j'ai des difficultés de récupérer les noms de personnes connues, je pense que je ne suis pas le seul. Vous voyez, c'est cet acteur, mais c'est pas vrai, comment il s'appelle? J'ai un certain nombre de difficultés, et je me dis, et si j'avais, comme on dit, en termes un peu vulgaires, si j'avais l'Alzheimer. D'autant plus que mon père est mort avec des troubles cognitifs importants, qui auraient reçu le diagnostic de maladie d'Alzheimer, j'en suis sûr, si on avait été dans une consultation mémoire. Alors imaginons, je me dis, et si j'avais, entre guillemets, l'Alzheimer? Ben, ce que vous disent les HUG, c'est venez dans notre centre, on va faire des examens cérébraux, très coûteux, ça il faut le rappeler, plusieurs dizaines de milliers de francs, des examens cérébraux, on va vous faire une ponction lombaire, on va vous faire une série de choses pour aller identifier ce qu'on appelle des marqueurs de la maladie d'Alzheimer. On aurait donc une maladie d'Alzheimer très précoce, parfois même sans symptômes, c'est ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer non clinique, parce qu'on a trouvé des plaques amyloïdes, des protéines tau, je reviendrai là-dessus, qui sont considérées comme étant les marqueurs neuropathologiques de cette maladie. Est-ce que c'est clair, ça? Donc, voilà l'approche biomédicale dominante qui va
amener de plus en plus de personnes à se dire « et si j'avais l'Alzheimer, et si je faisais ces examens coûteux pour identifier cette prétendue maladie ?» On fait donc penser qu'il existe des techniques de diagnostic précoces, valides et fiables, qu'il y aura des médicaments efficaces et qui seront d'autant plus efficaces s'ils sont pris précocement, et qu'on peut, et j'ai repris le texte précis de Pulsation, via de la réhabilitation, de la revalidation, on peut travailler sur la capacité du cerveau à mobiliser des ressources nerveuses pour contrer la progression de la maladie. Donc ça, c'est l'approche biomédicale dominante. Les personnes qui ont des troubles cognitifs importants, ils ont des maladies qui ont des causes spécifiques. L'enjeu, c'est de trouver ces causes, de la diagnostiquer le plus précocement possible et de donner des médicaments qui sont ou seront efficaces et les donner le plus précocement possible. Par ailleurs, le langage que charrie l'approche biomédicale dominante, c'est un langage apocalyptique. Les sociologues ont bien montré, les sociologues des médias ont bien montré que dans la presse, ou dans les médias plus largement, on parle de la maladie d'Alzheimer comme une condamnation sans appel, une catastrophe absolue. C'est la métaphore du zombie qui domine. C'est donc la personne qui a une enveloppe corporelle mais sans identité. C'est un retour vers l'enfance, c'est une inversion des rôles parentaux. Les enfants deviennent les parents de leurs parents. C'est l'accent qui est mis sur le fardeau des proches. Encore une fois, sans que on doit négliger ou nier l'importance de la souffrance que peuvent évidemment vivre ses proches. Mais on met l'accent essentiellement sur les aspects apocalyptiques, et le langage, il est guerrier, c'est un ennemi, c'est un monstre qui doit être combattu à tout prix. Donc on a derrière ça un langage, comme je l'ai dit, guerrier. C'est intéressant de montrer que pour Alois Alzheimer, qui a donné son nom à cette maladie, et je mets des guillemets maintenant à maladie, Alois Alzheimer avait décrit en fait des personnes qui étaient assez rares et qui avaient une détérioration cognitive à partir de 40, 50 ans. Donc c'était des gens très jeunes, et c'est ça qu'il décrivait comme étant la maladie qui a donné son nom. C'est intéressant déjà de resituer ce contexte. La deuxième chose, c'est quand moi j'étais clinicien, a long time ago, dans les années 70-80, on ne parlait pas de maladie d'Alzheimer, ou quasi pas. On parlait de démence sénile ou présénile. Le concept de maladie d'Alzheimer était très peu étudié. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi, à partir des années 70-80, et en particulier à partir des États-Unis, pourquoi le terme Alzheimer a été utilisé pour décrire les troubles cognitifs et fonctionnels. Quand je parle de cognitifs, je parle de troubles de la mémoire, de l'attention, du langage, les troubles cognitifs et fonctionnels manifestés par certaines personnes âgées. Alors, je ne vais pas m'étendre énormément sur cette question, mais ça vaut quand même la peine de s'y arrêter un petit moment. Ce qui a fait dire à certains spécialistes de cette prétendue maladie, là, notamment Peter Whitehouse, que la maladie d'Alzheimer était un mythe, ce qui est très choquant ou provocateur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière de concevoir les troubles cognitifs comme en étant le résultat d'une maladie avec une cause précise, c'était un mythe, une construction sociale. Et c'est quoi un mythe? C'est une construction de l'esprit à laquelle les personnes adaptent leur manière de penser et de se comporter, qui donne confiance, qui incite certaines personnes à faire certaines actions, mais qui peut ne pas correspondre à la réalité. Et je vais essayer de vous montrer en quoi la manière de concevoir la maladie d'Alzheimer par l'approche biomédicale est effectivement une construction qui ne correspond pas réellement à la réalité. Alors vous me direz, mais pourquoi
cette manière de penser est-elle née? Alors il y a plusieurs choses qu'il faut bien comprendre. La science n'est jamais indemne d'influence sociale, culturelle, économique. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis dans les années 70? Il y a la reconnaissance du fait que l'espérance de vie augmente, comme vous le savez, on vit de plus en plus vieux, et que ça s'accompagne d'un certain nombre de difficultés fonctionnelles et cognitives. Et Robert Butler, qui a été le premier président de l'Institut national sur le vieillissement, qui venait d'être créé donc, dans ces années 70-80, a clairement dit « Nous devons faire des recherches sur le vieillissement, mais nous n'aurons pas d'argent si nous disons que nous travaillons sur le vieillissement. Il faut qu'on pratique la politique sanitaire de l'angoisse. Il faut qu'on dise qu'on travaille sur une innommable maladie, sur une maladie qu'il faut éradiquer. » Donc vous voyez, ça a été une manière pour l'Institut national sur le vieillissement de recueillir de l'argent. La deuxième chose, c'est que dans les années 70, 1970, c'est quoi? C'est le commencement de la société de consommation, c'est la société basée sur l'individualisme, sur l'efficacité, sur la compétition. Et donc le vieillissement, là, est à l'inverse même de ce qu'est... de ce qu'en sont les principes de cette société dite néolibérale. Et donc, vieillir de ce point de vue-là, ben, ça va être considéré comme une maladie, d'autant plus qu'on va entretenir l'illusion qu'on pourra vaincre le vieillissement. Donc vaincre le vieillissement, ça veut dire que le vieillissement, c'est une maladie. D'ailleurs, à cette époque, va naître une discipline médicale qui est la médecine anti-vieillissement. Ah, tout un programme. C'est aussi l'idée donc, de la jeunesse éternelle. Va donc se mettre en place la médicalisation du vieillissement. Le vieillissement devient une maladie. Vous voyez? Et c'est à partir de ce moment-là que va naître le concept de maladie d'Alzheimer et puis des autres types de maladies pour rendre compte des problèmes liés à l'âge. Évidemment, à qui profite cette situation? Bien sûr, aux firmes pharmaceutiques, puisque, bien entendu, le vieillissement devient alors une source inépuisable de ressources financières. Donc on sait aussi que les firmes pharmaceutiques ont joué un rôle déterminant dans la manière de concevoir le vieillissement cognitif et cérébral problématique. Est-ce clair le contexte? Est-ce que... Oui? Bien. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce qu'on va poursuivre cette approche biomédicale? Ou au contraire, est-ce qu'on va admettre qu'on s'est trompé d'approche et qu'il faut peut-être défendre une autre manière de concevoir le vieillissement problématique? Alors, un psychologue américain, états-unien, en 2012, a indiqué que ces 20 dernières années, il y a eu 73 000 articles scientifiques sur la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 73 000. Donc, une moyenne phénoménale de 100 articles par jour qui ont été publiés dans la littérature. Et ce qu'il conclut, c'est que la très grande majorité de ces articles est d'un très faible intérêt scientifique et qu'ils n'ont pas amené de progrès significatif dans la compréhension de cet état. Et il pose la question qui est une question éminemment scientifique. Et si on s'était trompé d'approche? Parce qu'on peut toujours dire, mettons plus d'argent, un jour on trouvera la cause, et puis un jour on trouvera, mais on fera ça dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Une autre question que se pose un scientifique, c'est se dire, et si on s'était trompé de manière d'aborder les choses? Alors pourquoi est-ce que je considère, que nous considérons, que la conception de la maladie d'Alzheimer comme étant une maladie avec une cause précise est une conception qui fait fausse route? Il y a plusieurs arguments. Alors je ne vais pas être trop technique, mais je dois quand même entrer en matière. Vous avez peut-être encore, vous, en mémoire, l'idée que
la maladie d'Alzheimer, ça commence par des troubles de la mémoire. Donc ça aurait des troubles spécifiques. Pour donner un diagnostic de maladie d'Alzheimer, il faut qu'il y ait des troubles de la mémoire dominants. Eh bien, ces dernières années, les choses ont bien évolué et tous les spécialistes reconnaissent maintenant que ça peut s'exprimer de 1001 façons. Donc par des troubles de la mémoire, mais aussi par d'autres types de troubles, parfois sans troubles de la mémoire. Donc c'est intéressant. Voilà donc une maladie prétendument spécifique qui n'a pas de symptômes spécifiques. Première chose intéressante. Par exemple, des Hollandais, Skelten et ses collaborateurs, ont mis en évidence que les personnes qui recevaient un diagnostic de maladie d'Alzheimer, on pouvait les regrouper sous 8 sous-types différents au plan des problèmes cognitifs. Donc, montrant qu'il y a une grande diversité de manifestations chez les personnes âgées, montrant un vieillissement problématique. Donc, premier élément, pas de symptômes spécifiques. Deuxième élément, vous me direz, oui, mais quand même, c'est un état qui évolue progressivement et qui va aller jusqu'à des problèmes de perte d'autonomie importants. Eh bien, ce que la recherche montre maintenant, c'est qu'en fait, les personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, elles ont une évolution qui est très, très variable d'une personne à l'autre. Et chez certaines personnes, même, parfois, la situation peut rester stable pendant 6-7 ans, sans bouger. Et, de manière encore plus intéressante, chez certaines personnes, ça peut même s'améliorer, tant au plan cognitif, au plan de la mémoire, qu'au plan cérébral. Ce qui montre qu'on n'est pas en face d'un état qui va inéluctablement, mais qui a une certaine dynamique. Le cerveau est plus dynamique qu'on l'entend habituellement. Autre argument, vous me direz, oui, mais quand même, la maladie d'Alzheimer, elle se caractérise par deux choses précises, hein, c'est la position biomédicale dominante, la présence de plaques séniles, donc ces plaques, ces accumulations de ce qu'on appelle une protéine anormale, la protéine amyloïde, et la présence de protéines tau de dégénérescence neurofibrillaire. Ça, c'est ce que dit l'approche biomédicale. En fait, les choses sont bien plus complexes que ça, parce que ce que montre maintenant la littérature, c'est que les personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, quand on examine leur cerveau après leur décès, et qu'on regarde le cerveau de ces personnes, on se rend compte que ces personnes, elles ont des différents types de problèmes, bien sûr des plaques séniles, des dégénérescences neurofibrillaires, mais aussi bien d'autres choses. Et ici, je vous ai montré ce qu'est votre cerveau, dont on aurait retiré toute la substance nerveuse. Ça, c'est tout le réseau vasculaire de votre cerveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme une pelote de laine qu'un chat aurait trifouillé. Eh bien, ça, c'est effectivement votre cerveau. Et beaucoup d'auteurs vont montrer que les personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, elles ont des plaques séniles, elles ont des dégénérescences neurofibrillaires, mais elles ont aussi beaucoup de problèmes de type vasculaire. Vous voyez ? Et on voit bien ici, c'est un élément capital, on y reviendra, que ça peut faire l'objet de prévention. Parce que qu'est-ce qui va conduire à ces problèmes vasculaires? C'est une hypertension non contrôlée, c'est du diabète non traité, c'est du tabagisme, etc. Vous voyez? Donc c'est l'idée, en fait, il n'y a pas une cause spécifique, il y a une série de causes, et donc il n'y aura jamais le médicament miracle qui un jour guérira cette prétendue maladie spécifique, puisqu'il y a toute une série de causes. Au mieux, ce qu'il y aura, c'est certains médicaments qui vont ralentir à un moment donné un certain mécanisme. Est-ce que c'est clair, cela? Je ne jargonne pas trop, je ne suis pas trop bon. Alors c'est bien. Alors vous me direz, oui, mais quand même, il y a une frontière entre le normal et le pathologique. Il y a ceux qui ont la maladie et ceux qui ne l'ont pas. Ah ben c'est loin d'être aussi clair. Si vous prenez des personnes âgées qui sont décédées et qui n'ont pas eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui sont restés relativement autonomes, et les neuropathologistes, ils vont examiner leur cerveau.
Les personnes ont donné leur cerveau à la science, on regarde leur cerveau. Ces personnes, je rappelle, n'ont pas eu de démence, n'ont pas eu de maladie d'Alzheimer. Eh bien, on voit dans leur cerveau toute une série de signes qui feraient dire au neuropathologistes « Ah, ça, c'est une maladie d'Alzheimer ». Eh bien, il s'est trompé. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a une série de marqueurs neuropathologiques qui sont présents chez des personnes, mais chez qui ça ne s'est pas exprimé via une maladie. Donc la frontière entre le normal et le pathologique est beaucoup plus difficile à établir qu'on voudrait bien le dire. Autre argument, mon ennemi préféré, le trouble cognitif léger. De quoi s'agit-il? Alors imaginez une personne de mon âge, presque 66 ans, qui se dit « Et si j'avais l'Alzheimer ?» Parce que j'ai des difficultés pour récupérer les noms de personnes, parfois j'oublie de transmettre des informations. Mon père est décédé avec des troubles cognitifs, je me dis, et si j'avais l'Alzheimer? Et puis je vais consulter une consultation mémoire, qui vont me faire des tests, et puis ils vont peut-être voir à un moment donné que j'ai à un test un résultat qui est un peu faible. Et c'est ça le trouble cognitif léger. D'accord ? Eh bien, dans l'approche biomédicale dominante, le trouble cognitif léger, ce qu'on appelle le MCI en anglais, le Mild Cognitive Impairment, c'est considéré comme un état pré-Alzheimer. Donc, on me dirait, j'ai un trouble cognitif léger, c'est un état qui va évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Ah, mais quel scandale! En fait, la plupart des personnes qui reçoivent le diagnostic de trouble cognitif léger, qui vont avoir une performance un peu faible à un test de mémoire, elles n'évoluent pas vers un état de démence, et la plupart aussi vont récupérer un fonctionnement strictement normal. Pourquoi? Mais parce qu'évidemment, avoir une performance un peu faible à un test de mémoire, que vous administre un psychologue ou une psychologue mal formée, c'est quoi? C'est simplement, ça peut être dû au fait que, j'ai pas dormi, j'avais ce rendez-vous à la consultation mémoire, pendant des semaines, je me suis dit, et si j'avais l'Alzheimer? J'ai pris des anxiolytiques ou des tranquillisants ou des somnifères, on sait que ça affecte la mémoire. Quand j'ai fait la tâche de mémoire, je me suis dit, et si j'avais l'Alzheimer, et si j'étais dépendant de mes enfants, etc. C'est-à-dire, j'ai des ruminations qui vont faire que, évidemment, j'ai mal réalisé la tâche. Il y a 1001 raisons pour lesquelles on peut avoir, à un moment donné, un test cognitif, un résultat faible. D'accord? Donc, vous voyez bien en quoi croire qu'on peut, grâce à un examen psychologique, identifier un état pré-Alzheimer en identifiant un trouble cognitif léger, c'est évidemment très contestable. Pourquoi? Si on me dit « vous avez un trouble cognitif léger », je vais sur Internet, je regarde « trouble cognitif léger », ma vie elle est fichue, parce que je vais voir « état pré-Alzheimer », je suis cuit, mon conjoint va me regarder autrement, quand je me trébucherai dans le fil du micro, elle va dire « ah, ben c'est son Alzheimer qui progresse ». Ma vie, elle est terminée. Donc, vous voyez quels sont les enjeux et pourquoi je considère qu'utiliser ce concept à des fins cliniques est tout à fait inacceptable. Avançons dans la démonstration. Les conclusions sont claires maintenant pour tout le monde. Il n'y a pas de médicament anti-Alzheimer qui ait une quelconque efficacité. La preuve en est que la commission de transparence de la haute autorité en France, qui est cette commission indépendante qui juge de l'efficacité des traitements ou des interventions médicales, a conclu en octobre de l'année dernière que ces médicaments n'avaient aucune efficacité réelle et que, par contre, ils avaient, dans un certain nombre de cas, des effets négatifs, des effets secondaires qui pouvaient être graves. Et ils ont, donc je vous rappelle ici, c'est la haute autorité de santé, ça peut être consulté aisément, je vous donnerai d'ailleurs toutes les références pour aller y voir de plus près,
ils ont conclu qu'il fallait dérembourser les médicaments anti-Alzheimer en France, ce que Marisol Touraine, au moment où elle était encore ministre de la Santé, s'est empressée de ne pas suivre comme conseil et a encommissionné les choses, montrant un manque de courage politique qui est assez évident. Alors, c'est important ça, parce que dire que ces médicaments ne sont pas efficaces, qu'ils ont parfois des effets secondaires, et en plus c'est un coût sur la sécurité sociale, quand elle existe en France, qui est considérable, eh bien ça c'était un courage politique important pour dire que cet argent pourrait être alors alloué à d'autres types d'interventions sur lesquelles je vais venir dans un instant. Mais la conclusion que vous devez en tirer, c'est les médicaments qui sont maintenant prescrits anti-Alzheimer, il apparaît très clairement qu'ils ne sont pas efficaces. Alors, il y a même des choses qui sont encore plus impressionnantes. Certains chercheurs, je me suis gardé de mettre les noms ici, je vous donnerai des références pour que vous alliez y voir de plus près si le cœur vous en dit, mais certains chercheurs vont même douter et mettre en question le fait que les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires, vous avez vu, rappelez-vous, soient la cause de la maladie d'Alzheimer, et ils prétendent même que ce serait une réaction protectrice du cerveau face à d'autres types d'atteintes. Alors on marche sur la tête, puisqu'on est en train d'essayer de dissoudre ou d'essayer d'éliminer ces plaques séniles et ces dégénérescences neurofibrillaires, alors que pour certains neurobiologistes, ces plaques ou ces dégénérescences neurofibrillaires seraient des réponses protectrices. Dernier point de la démonstration, on sait maintenant, et les études sont de plus en plus nombreuses, convaincantes, qui montrent vraiment le caractère vraisemblable des résultats, qu'on vieillit, cognitivement et cérébralement, ça fait partie de l'aventure humaine, on vieillit plus ou moins mal, ou plus ou moins bien, ou plus ou moins vite, ou plus ou moins lentement, pour de multiples raisons qui interviennent tout au long de la vie. Ah. Et j'ai repris ici un ensemble de facteurs, et je pourrais en mettre deuxième diapositive pour compléter, qui montrent les facteurs qui ont été identifiés comme étant des facteurs de risque ou des facteurs de protection pour un vieillissement cérébral et cognitif. Et je dis bien qui interviennent tout au long de la vie, y compris dès la naissance, qui a fait dire à certains que les pédiatres devraient s'intéresser à la maladie d'Alzheimer. Quels sont ces facteurs? Mais dans ces facteurs, un qui est le plus fréquemment mentionné, c'est l'activité physique. Avoir une activité physique régulière, c'est un facteur de protection contre le vieillissement cérébral et cognitif problématique, contre la démence. Et c'est vrai dès l'enfance et dès l'adolescence. Des études récentes montrent que plus des enfants ou des adolescents ont une activité physique régulière, et moins elles ont de risque 60 ou 70 ans plus tard de développer une démence. D'accord ? Je vais mettre le terme de démence pour regrouper l'ensemble des problèmes. C'est épidémiologique, hein, c'est des facteurs de risque ou de facteurs de protection, qu'on m'entende bien. Le niveau scolaire, on sait que plus on a un haut niveau scolaire, moins on a de risque de développer une démence. Alors, qu'on soit clair, ce n'est pas parce que je suis professeur d'université que je suis immunisé du fait d'avoir une démence ultérieure. Ce sont des facteurs de risque. C'est des facteurs de risque qui peuvent être, en l'occurrence ici, c'est un facteur de protection, le niveau scolaire est élevé, mais qui peuvent être, je vais dire, compensés négativement par d'autres facteurs de risque. Est-ce que c'est clair? Ce sont des études épidémiologiques sur des grandes populations. Avoir une activité intellectuelle et de loisirs, c'est un facteur de protection. En tout cas, des activités intellectuelles et de loisirs à défi. Ça ne veut pas dire gravir l'Everest, ça veut dire se mettre un petit but qui va nous permettre de nous confronter à certaines de nos limites. Voilà, c'est un élément important.
Ce qui a été montré dans la littérature aussi, c'est des activités variées. La variété est importante. Pourquoi? Parce que ça joue sur la flexibilité. Il faut faire des mots croisés 6 heures par jour, ça n'a aucun intérêt en tant que facteur de protection. Ça permet de faire mieux les mots croisés, mais c'est la seule chose que ça fait. Il faut avoir des activités variées et à défi, petits défis. Avoir des buts dans la vie. Donc, plus vous êtes impliqué dans du bénévolat, dans des choses qui ont un sens, etc., moins vous avez de risque de développer une maladie d'Alzheimer, entre guillemets, ou plutôt une démence. Le sentiment de solitude, facteur qui a été avéré dans de nombreuses études. Avoir une enfance dévalorisée, défavorisée, ça revient au même. C'est un facteur de risque. Avoir vécu dans un environnement précoce avec de la violence, etc., c'est un facteur de risque. Avoir vécu dans un milieu pauvre, c'est un facteur de risque pour diverses raisons. Avoir eu des épisodes dépressifs antérieurs, c'est un facteur de risque. Avoir été soumis à du stress important, idem. La nutrition, le régime alimentaire, c'est un facteur de risque ou de protection. Par exemple, si on a plutôt un régime alimentaire de type méditerranéen, c'est un facteur de protection. Les toxines environnementales au Canada récemment, dans une étude qui a été menée sur plusieurs millions de personnes, eh bien les personnes qui étaient les plus soumises à des toxines environnementales, les produits de combustion du diesel, etc., avaient une probabilité plus importante d'avoir une maladie d'Alzheimer. Prendre des anxiolytiques, des somnifères, c'est un facteur de risque avéré, à bon entendeur. Avoir des troubles du sommeil non traités, c'est un facteur de risque. Alors, il ne faut pas les traiter via des benzodiazépines, il faut les traiter via des techniques plus psychologiques. Et il y a plein de techniques psychologiques d'intervention sur les problèmes de sommeil. Avoir une mauvaise vision et une mauvaise audition non traitée, c'est un facteur de risque. Avoir du diabète qui ne soit pas contrôlé, c'est un facteur de risque. Or, comme vous le savez, le diabète, c'est une épidémie dans le monde actuel. Je voyais ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe dans beaucoup de pays. La prévalence du diabète est tout à fait catastrophique. Et c'est un facteur de risque de démence ultérieure. Le tabagisme, c'est un facteur de risque. Avoir de l'hypertension et ne pas la contrôler, c'est un facteur de risque. Avoir eu des traumatismes crâniens, c'est un facteur de risque. Alors vous allez me dire, mais moi j'en ai des facteurs de risque. Je rappelle, mesdames, messieurs, que ce sont des études épidémiologiques et que ce sont des facteurs de risque qui peuvent être compensés par des facteurs de protection. Donc les choses sont extrêmement complexes. Mais ce qui veut dire que, et je vais y revenir dans un instant, la maladie d'Alzheimer ou la démence, si on veut parler plus globalement, ce n'est pas une maladie avec une cause précise, c'est déterminé par des facteurs multiples qui interviennent tout au long de la vie, et chacun de ces facteurs va être associé à des mécanismes distincts, des mécanismes vasculaires, l'hypertension non contrôlée, ça conduira à des problèmes vasculaires. Le stress, on sait que beaucoup d'hormones de stress, eh bien ça a un effet négatif sur une structure qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une structure importante sur la mémoire. Donc c'est toute une série de facteurs et des mécanismes multiples. Et chaque personne va avoir un pattern de facteurs de risque et de protection distinct, individualisé. Je résume. Ah non, peut-être dire qu'une étude en 2015 sur 291 études épidémiologiques avait montré que les facteurs de risque les plus solides, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas un rôle, mais ceux qui sont les plus forts, c'est la dépression durant la quarantaine ou la cinquantaine, l'hypertension, l'inactivité physique, l'obésité, le diabète, l'hyperlipidémie et le tabagisme. Ça, c'est surtout ces facteurs-là qui sont les plus cruciaux. Vous voyez tout de suite que si on menait une politique de prévention sur ces facteurs,
on diminuerait de manière substantielle le nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer de façon plus spécifique à un moment donné. Vous me direz, oui, mais attention, ça c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est qu'en est-il de la maladie d'Alzheimer précoce? Parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont avoir une détérioration cognitive et cérébrale dès 50 ans, parfois même avant. C'est ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Eh bien, les Suédois ont fait des études là qui sont tout à fait remarquables. Ils ont suivi plusieurs millions d'hommes qui avaient fait leur service militaire et ils les ont suivis pendant plusieurs dizaines d'années. Et parmi ces millions de personnes, alors j'ai mis 488 000 là, mais il y a d'autres études où c'est sur 2 millions de personnes. J'ai extrait cette étude parce qu'il montre que parmi ces quasi 500 000 hommes qui ont été suivis pendant de nombreuses années, 487 ont reçu un diagnostic de démence à début précoce, c'est-à-dire qui a débuté à l'âge médian de 54 ans. Eh bien, ce qui montre, c'est de nouveau que c'est multifactoriel. Il y a toute une série de facteurs qui sont des facteurs de risque associés à ce début précoce, dont un niveau scolaire, un niveau cognitif faible au départ, une petite taille, alors ne flippez pas, la petite taille, c'est toujours des aspects épidémiologiques. Des problèmes vasculaires, une démence paternelle, c'est un facteur de risque pour une maladie d'Alzheimer précoce, mais c'est un aspect génétique qui est très petit, ça a très peu d'effet. Des intoxications aiguës à l'alcool, des intoxications aiguës à une drogue, donc on peut franchement s'inquiéter sur les phénomènes qu'on appelle le binge drinking, hein, vous voyez, ces adolescents qui vont boire des quantités extrêmement importantes d'alcool le samedi ou le dimanche, eh bien, on sait que c'est un facteur de risque ultérieur de développer une démence ou une maladie d'Alzheimer, avoir eu un accident vasculaire cérébral, l'utilisation de neuroleptiques, avoir une dépression. Donc même pour la démence ou la maladie d'Alzheimer à début précoce, c'est multifactoriel. En résumé, l'approche biomédicale qui nous fait croire qu'il y a des maladies spécifiques, qu'on peut les diagnostiquer en allant voir les marqueurs plaques séniles et dégénérescence neurofibrillaire, elle est peu plausible. C'est une maladie sans symptômes spécifiques. C'est une maladie sans signes neuropathologiques spécifiques, puisque je vous ai dit que personne qui a une maladie d'Alzheimer, elle a un peu de tout comme problème, des problèmes vasculaires, etc. Vraiment, plusieurs marqueurs neuropathologiques. Il n'y a pas une frontière nette entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. C'est plus, comme on dit, sur un continuum, c'est-à-dire si on prend l'ensemble de la population, il n'y a pas une frontière au-delà de laquelle votre ticket n'est plus valable et vous avez une démence. Nous sommes tous plus ou moins vulnérables. Il n'y a pas de traitement médical efficace et on a vu que le vieillissement problématique, il est déterminé par des facteurs multiples. Alors, à partir de là, notre position à Anne-Claude et à moi, et nous sommes de plus en plus nombreux, ne croyez pas qu'on est les vilains petits canards noirs lancéens, perdus dans l'univers international, nous sommes de plus en plus nombreux à considérer qu'il faut qu'on voit les choses autrement. C'est ce qui nous a amené à écrire ce livre qui, par endroits, est un peu technique, hein, je ne vous le cache pas, puis on a écrit d'autres articles en langue anglaise, donc on n'est pas confiné dans notre univers suisse ou lancéen. Et je vais vous décrire quelle est cette autre approche. Alors, non, je ne peux pas ne pas vous signaler notre blog, parce que lui, au moins, il est gratuit en plus, et vous pouvez le consulter aisément. Vous avez l'adresse du blog où régulièrement on transmet des commentaires sur des études. Alors, ce n'est pas nos états d'âme qu'on transmet, hein, on fait une analyse précise de la littérature scientifique. Alors, c'est quoi cette autre approche? Alors, en termes un peu techniques, c'est considérer que la maladie d'Alzheimer,
c'est très différent du vieillissement normal, est de plus en plus contestable. La maladie d'Alzheimer, le premier facteur de risque, c'est l'âge. Ah, ne l'oublions pas. Donc, la maladie d'Alzheimer, elle trouve ses racines, et vous mettez des guillemets dans maladie d'Alzheimer, hein, puisque vous voyez qu'on la conteste en tant que maladie spécifique, avec une cause précise. Elle trouve ses racines dans l'allongement de l'espérance de vie. Avec l'âge, il y a un certain nombre d'atteintes au plan cérébral. Ça fait partie de l'aventure humaine. Comme la peau vieillit, comme les articulations, ben votre cerveau il vieillit. Voilà, il y a un certain nombre de facteurs neurodégénératifs, on les connaît, ils existent. Mais le problème clé, c'est que chez certaines personnes, ces problèmes neurodégénératifs, ils vont être amplifiés, ou leur influence va être amplifiée par toute une série de facteurs de risque qui interviennent tout au long de la vie, des facteurs de risque vasculaires, des facteurs de stress, etc. Est-ce que vous voyez? C'est très différent comme approche. Pourquoi? On peut le dire plus simplement. Le cerveau vieillit chez tout un chacun. Je le répète, ça fait partie de notre humanité. Et vieillir, c'est encore la meilleure manière qu'on a trouvée de ne pas mourir. Le vieillissement s'accompagne de changements cérébraux et de difficultés cognitives qui, dans le grand âge, vont toucher un grand nombre de personnes. Si nous ne mourons pas avant et que nous vivons très vieux, un grand nombre d'entre nous auront des difficultés cognitives et fonctionnelles. D'accord ? Ça fait partie, je le répète, de l'aventure humaine. 40 à 50% des personnes de plus de 90 ans ont des troubles cognitifs importants qui pourraient conduire au diagnostic de démence. Ah, ça veut dire que c'est normal. Et les autres, ce n'est pas qu'ils sont complètement indemnes, ils ont aussi des troubles importants. Et vous trouverez toujours le chanceux qui, pour des raisons génétiques, ou la chanceuse de style de vie, à 100 ans, grimpe encore l'Everest. Oui, bien sûr. Mais la norme, c'est d'avoir des problèmes cognitifs. Donc, avec le grand âge, on a une probabilité importante d'avoir des troubles cognitifs. Sauf que l'importance des problèmes et leur évolution rapide, plus ou moins rapide, varie considérablement d'une personne âgée à l'autre. Il y a de grandes différences entre les personnes, et ça, du fait de toute une série de facteurs qui interviennent tout au long de la vie. Vous voyez ? Donc c'est très différent comme approche, parce que c'est d'une part, l'approche biomédicale, elle dit, il y a des maladies, avec une cause précise, on trouvera la cause, on trouvera le médicament, et hop, on guérira. Nous, c'est de dire, le vieillissement cérébral et cognitif problématique, il dépend de toute une série de mécanismes, de toute une série de facteurs, qu'il n'y aura jamais le médicament miracle, mais qu'on pourra agir sur une série avec une série d'interventions que je vais aborder maintenant rapidement, et notamment des interventions de prévention. Ça change tout dans la manière de concevoir. Il n'y a pas ceux qui ont la maladie d'Alzheimer et ceux qui ne l'ont pas. Nous sommes tous plus ou moins vulnérables. Et si j'étais un peu cynique, je dirais, un jour, notre tour viendra. Si nous vivons suffisamment vieux, et si nous ne mourrons pas d'autre chose avant. Ça veut dire qu'on ne divise pas le monde entre les malades et les non-malades. Nous partageons tous les vulnérabilités du vieillissement cérébral et cognitif. Et surtout, même avec des troubles cognitifs importants, une personne conserve son identité, une vitalité, un potentiel de développement, même chez des personnes ayant des troubles cognitifs graves. Ça a toute une série de conséquences sur le plan de la recherche. Donc, ni Anne-Claude ni moi ne sommes des obscurantistes anti-scientifiques. Au contraire, on pense qu'il faut faire de la recherche, continuer à faire de la recherche neurobiologique, mais une recherche qui assume réellement la complexité des phénomènes, vraiment, qui ne se centre pas sur une cause précise, mais qui examine l'ensemble des mécanismes. Avec l'idée qu'effectivement, et on l'espère bien, on trouvera
peut-être un jour ou l'autre un moyen d'atténuer tel ou tel aspect, mais il n'y aura jamais de pilule miracle qui guérira la maladie d'Alzheimer. Et je pense que dans la communauté scientifique, un grand nombre de personnes, et un nombre croissant de personnes en arrivent à cette conclusion. Alors, il y a des tas de conséquences. Comment aborder ces difficultés? Quand quelqu'un consulte pour des difficultés, comment est-ce qu'on aborde les choses? Dans l'approche biomédicale dominante, eh bien, on va enfermer les personnes dans des maladies de fin de vie catastrophiques. Recevoir le diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est recevoir un diagnostic apocalyptique. Et nous pensons qu'on doit raconter un autre récit, en mettant l'accent sur ce que relie la personne aux autres, en se focalisant sur ses capacités préservées, ainsi que sur ses possibilités de développement. J'ai repris ici ce qui, d'une certaine manière, guide un peu la pratique clinique que nous défendons. Qu'est-ce qu'on dit à la personne? On ne lui dit pas qu'elle n'a rien. On reconnaît ses difficultés, bien entendu. On sait que certaines difficultés vont provoquer des problèmes d'adaptation dans la vie quotidienne, vont provoquer une souffrance auprès des proches et de la personne elle-même. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit simplement, c'est que ça fait partie de l'aventure humaine. Ce n'est pas une maladie qui vous touche comme ça. Non, nous sommes tous vulnérables. Ça change tout en termes de perspective. Que ça est déterminé par de nombreux facteurs. Et vous avez vu tous les facteurs. On raconte un autre récit. Ce n'est pas une cause qui vous vient comme ça par hasard. Non, il y a toute une série de facteurs qui jouent là-dedans. L'évolution, on ne peut pas la prévoir. Ça, c'est clair et net. Actuellement, on n'est pas en mesure de la prévoir chez une personne donnée. C'est dire qu'on peut encore bien vivre avec des difficultés cognitives. On peut encore bien vivre avec des problèmes de mémoire. On peut encore bien vivre... Bien sûr, on ne peut pas bien vivre avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer parce que ce qu'il y a derrière, c'est les visions les plus apocalyptiques. Mais on peut encore avoir une vie, se développer... une vie de couple, etc., quand on a des difficultés cognitives. Qu'il existe différentes démarches susceptibles de ralentir l'impact de ces difficultés. Ça, c'est le job des psychologues, et je suis ravi, évidemment, de voir les jeunes psychologues ici dans cette journée. Mais une démarche importante, c'est de faire partie de la société, c'est d'encore être une partie prenante, de s'engager utilement, bien sûr, en fonction de ces moyens. Et globalement, c'est évidemment d'adopter une approche qui met en avant les capacités préservées plutôt que les déficits. Voilà ce qu'est un autre récit des difficultés. Ce n'est pas nier la souffrance, ce n'est pas nier les problèmes, c'est pouvoir relier la personne à l'humanité entière, ce n'est pas la soumettre à un diagnostic catastrophique. Voilà, en gros, la manière d'aborder les choses dans une autre approche. Et je termine en disant quelles sont les implications sur le plan d'intervention. Je voudrais clairement rappeler que nous ne nions pas l'existence des problèmes, nous ne nions pas l'existence de la souffrance psychologique. Je rappelle que j'ai été clinicien pendant 16 ans, que j'ai consulté, que j'ai vu les personnes avec des difficultés, j'ai vu leurs proches. Nous ne nions pas ça, nous en donnons une interprétation différente. Et puis, cette interprétation différente, elle indique en quoi il faudrait allouer davantage d'argent à 3 types d'interventions. La prévention, les interventions psychologiques et psychosociales individualisées, et ce que j'appelle le changement de culture dans les structures d'hébergement à long terme, EMS ou EHPAD. Et ça, c'est un choix politique, c'est-à-dire pour aider réellement les personnes et pour réduire leur souffrance psychologique, il faut qu'on mette l'accent de manière nette et claire sur cela, sans nier l'importance de la recherche neurobiologique, bien entendu. Et dans les 10 minutes qui suivent, je vous indique ces pistes. La prévention, mais bien entendu, il faudrait une action politique forte pour agir sur toute une série de facteurs
qui permettrait de différer, d'atténuer l'importance des difficultés cognitives. Mais attention, la prévention, ce n'est pas un remède miracle, hein. Rappelez-vous, un jour, notre tour viendra, même si on fait de la prévention. Il viendra plus tard, il viendra de manière moins forte, mais il viendra. Donc ça, c'est mais mettre l'accent sur la prévention, ça veut dire mettre en place les conditions psychologiques et psychosociales pour cette prévention. Je prends le diabète. Le diabète, ce n'est pas donner un flyer en disant aux personnes allez voir votre médecin. Le diabète, c'est toute une équipe pluridisciplinaire avec des médiateurs culturels, des sociologues, des psychologues, des médecins, parce que la nourriture, c'est autre chose qu'un aspect médical. Le diabète, c'est aussi plus fréquent dans les populations pauvres, etc. Donc c'est toute une approche politique de prévention pour une prévention globale. Pas d'obsession du vieillissement réussi, hein, ce qu'on appelle en anglais successful aging. Ça m'agace. C'est de dire aux personnes, si vous voulez bien vieillir, il faut faire ça, 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 ça et ça et encore ça. Non. Une prévention de bonne aloi. Ne pas culpabiliser les personnes, parce que malheureusement, même avec la prévention, une personne ou l'autre aura des problèmes cognitifs et alors elle se sentira coupable parce qu'elle n'a pas fait ça, ça, ça et ça. Donc c'est vraiment... je pense qu'il faut adopter une attitude raisonnable, une prévention raisonnable qui ne culpabilise pas les personnes, parce qu'à la limite, quelqu'un qui a un handicap mental génétique, un syndrome de Down, dès le début, il a un vieillissement échoué, hein, si on adopte cette perspective-là. Et puis n'oubliez pas qu'avoir accès à la culture, avoir accès à une nourriture de qualité, avoir la capacité d'interagir de manière fructueuse avec d'autres, c'est aussi contraint par des limites sociales, économiques, la pauvreté, etc. Et donc il ne faudrait pas qu'on ait un vieillissement à deux vitesses, un vieillissement pour ceux qui ont les moyens de faire de la prévention, et puis un vieillissement pour ceux qui sont pauvres ou qui sont isolés ou qui sont dans un contexte socio-économique problématique. Deuxième intervention, c'est les interventions psychologiques et psychosociales. Eh bien, ça, c'est le job des psychologues. Et nous avons mis, je dis les psychologues dans leur globalité, en place toute une série d'interventions qui s'avèrent efficaces pour diminuer l'importance de certaines difficultés, pour rendre les personnes, pour leur rendre un meilleur bien-être, une meilleure qualité de vie. Et ce n'est pas des programmes miracles. On ne croit pas aux programmes miracles, on croit aux interventions taillées sur mesure en fonction de chaque personne. J'ai pris ici quelques exemples de ce sur quoi on peut travailler efficacement. Personne qui se souvient plus d'où elle a mis les choses, ses clés, que sais-je encore, ne se souvient plus des conversations, se souvenir d'avoir effectué quelque chose. Est-ce que j'ai fermé la porte ou est-ce que j'ai imaginé que je le faisais ? Diminuer les questions répétitives, ça c'est très frustrant et très irritant, par exemple pour le personnel d'une structure d'hébergement à long terme, mais aussi pour le conjoint, la personne qui répète constamment les mêmes questions. Se souvenir de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu à la télé, se souvenir du prénom du petit-fils qui vient de naître, c'est rien du tout ça. Mais les psychologues, ils ont des tas de techniques maintenant qui permettent d'optimiser ça. Or, si la personne avec des troubles cognitifs se trouve au bistrot et puis dit « Ah, j'ai un petit-fils, comment il s'appelle ?» Je ne sais pas. Vous voyez, sur le plan identitaire, c'est une catastrophe. Or, pour nous, psychologues, apprendre à une personne avec des troubles cognitifs importants à mémoriser le nom de son petit-fils, c'est très simple. On a des techniques efficaces. Je vous ai mis par narcissisme quand même, et puis pour associer mon épouse, ce chapitre... Alors c'est vraiment assez technique, ce serait plutôt pour les psychologues, qui montre effectivement qu'il y a toute une série d'interventions. Le problème, c'est où sont les structures qui permettent de faire ça? Voilà la vraie question. Où sont les structures? Il faudrait des structures beaucoup plus. Dans un pays aussi riche que la Suisse, il y a très peu de structures qui permettent ce type d'intervention. Et c'est ça qui est catastrophique.
Et bien sûr, le dernier point, et puis j'arrêterai là, c'est il faut qu'on... Non, c'est l'avant-dernier point. Il faut qu'on invente de nouvelles structures. Moi, je ne crois pas aux structures spécialisées, les consultations mémoire, etc. Nous n'y croyons pas, Anne-Claude et moi, je n'ai pas le temps d'intervenir là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on ait des structures de conseil, d'intervention, d'aide, de soutien au sein du milieu de vie, dans les villes, dans les communes, en lien avec les médecins généralistes, en lien avec les structures sociales, associatives. Il faut qu'on change de logiciel. Il faut arrêter de tout médicaliser, d'envoyer les personnes dans des structures spécialisées. Il faut qu'on ait des structures d'aide, de soutien au sein des communautés de vie. Et je pense que Cité Génération est un exemple de structure qui va dans ce sens. Des équipes pluridisciplinaires, des équipes volantes qui vont chez les gens, parce qu'il faut aller chez les gens pour voir comment les aider au mieux. Vous voyez, donc c'est changer complètement de manière d'envisager les choses et de ne pas envoyer les personnes dans des structures spécialisées de consultation de mémoire dont on sait qu'elles ne sont pas efficaces. Les données dans la littérature le montrent, parce qu'elles sont déconnectées de la vie des gens. Bien sûr, et c'est là où on touche un point clé, au-delà du soin, de la prise en charge, de l'aide, etc., il faut qu'on favorise l'engagement des personnes âgées qui présentent une démence au sein même de la société, des structures destinées à la population générale. Il ne faut pas les enfermer, les cloisonner dans des établissements. Il faut permettre à ces personnes d'aller dans des structures artistiques, sportives, etc., au sein de la communauté de vie. Des activités artistiques, des activités intergénérationnelles. Et bien entendu, Viva est un exemple de ce qu'on essaye de faire de ce point de vue-là, qui est d'accueillir des personnes âgées, y compris des personnes âgées avec des troubles cognitifs, pour leur proposer différents types d'activités de prévention ou d'engagement dans des activités artistiques ou intergénérationnelles. Alors ça commence à se développer. C'est ce qu'on appelle, j'en ai encore pour 2-3 minutes, c'est ce qu'on appelle les communautés de vie amies des personnes présentant une démence. Je n'aime pas très bien fort ce concept, mais, ou du moins le terme, Dementia Friendly Communities. L'exemple de l'aéroport Heathrow est remarquable de ce point de vue-là, suite à vraiment une prise de position du gouvernement anglais, incitant à ce qu'il y ait des structures amies des personnes avec une démence. L'aéroport Heathrow a formé tout son personnel pour pouvoir accueillir des personnes présentant une démence et qui veulent prendre l'avion, a formé 200 personnes tout particulièrement pour qu'elles soient les référents directs et a mis en place des lieux pour accueillir les personnes, qui soient des lieux où il n'y a pas trop de bruit, etc. Donc vous voyez, c'est cette idée. Et on voit apparaître dans la littérature, notamment en Angleterre, en Belgique, en Suède, etc., de nombreuses communautés, de structures amies des personnes présentant une démence. Curieusement, en Suisse, c'est plus flageolant, et en France, c'est même encore plus flageolant. J'ai une réserve par rapport à cela. Il ne suffit pas d'être bienveillant, il ne suffit pas d'être ami. Il faut aussi, et j'aime bien le terme qui a été proposé par un psychologue qui a reçu le diagnostic de démence, d'ailleurs, et qui est quelqu'un chez qui j'ai été quand j'étais étudiant, vous imaginez, Peter Mittler à Liverpool, non, à Manchester, pardon. Il dit qu'il faut des communautés Dementia Enabling Communities, c'est-à-dire des communautés qui rendent capables, qui permettent d'abattre les obstacles, qui infantilisent et qui rendent incapables les personnes avec une démence. Je trouve que c'est plus intéressant. C'est pas simplement il faut être bienveillant, il faut aussi mettre en place au sein de la société les moyens pour que ces personnes puissent garder une place réelle
à n'importe quel moment, même quand elles sont dans un DMS avec des troubles cognitifs importants. Quand on parle d'amis des personnes démentes, la critique, et que je trouve pertinente, ce serait de dire, oui, mais vous oubliez la souffrance de cette personne. Non, on ne l'oublie pas. Mais non, on ne l'oublie pas. On sait la souffrance qu'ils vivent et la souffrance que les proches peuvent vivre. Mais c'est là que les interventions psychologiques et psychosociales interviennent. Donc il y a deux axes, deux piliers. Faire une société qui permette aux personnes de garder des capacités, et puis un deuxième pilier, des interventions psychologiques et psychosociales au sein de structures en lien avec le médecin généraliste, etc., des équipes volantes. Vous voyez, c'est un vrai projet politique, c'est un projet qui demande un choix politique, des investissements. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on crée des centres sur le cerveau qui coûtent énormément, qui vont demander aux personnes de faire du diagnostic précoce, dont on a vu qu'il était loin d'être valide, qui vont demander à ces personnes de payer 5, 6, 7, 8 000 francs, je ne sais pas combien, alors que des moyens importants devraient être placés sur ce type de structure. Je ne parle pas de Viva, elle est au cœur de ce qu'on essaye de faire. Hein. Viva s'est créé parce qu'on voulait être en phase avec nos paroles. Dernier point, c'est vraiment le dernier, il faut qu'on change de structure d'hébergement à long terme. Je suis à l'âge, comme Guylaine de Sury, où j'ai envie de dire les choses. La manière de structurer les EMS maintenant, ce n'est pas possible, on ne peut pas. D'ailleurs, il suffit de demander, je ne le ferai pas ici dans cette assemblée, qui voudrait aller vivre dans un EMS? Ah ben moi, je ne trouve jamais personne qui me dit « moi ». C'est donc qu'il y a un vrai problème. Ce n'est pas mettre en question les personnes qui y travaillent. On confond toujours notre critique avec « je ne mets pas la générosité, le courage des personnes qui y travaillent, je mets en question, nous mettons en question la manière avec laquelle c'est organisé ». Ce n'est pas possible. Mais je vous donne 4 exemples qui montrent bien que c'est l'approche biomédicale qui domine. La pathologisation des comportements. Je prends toujours cet exemple, mais il est révélateur. En général, dans un EMS, l'aide-soignant vient et dit « Monsieur, vous devez prendre votre douche ». Le général, vous avez déjà vu un général qui se faisait guider par un sous-fifre, il dit non. L'aide-soignant, il est gêné parce qu'il doit mettre une croix dans le document « prendre la douche ». Puis le général, il dit non, non, je ne prends pas ma douche. L'autre insiste, et puis le général, il gifle l'aide-soignant qui s'en retourne auprès de l'infirmier ou de l'infirmière en chef, qui en parle au médecin. C'est sa démence, c'est la démence frontotemporale. Il est désinhibé, on va lui donner des médicaments. Ne croyez pas que cela est une interprétation rare, c'est la manière la plus courante d'interpréter les difficultés cognitives des personnes en EMS. Les études le montrent au plan international. C'est ce qu'on appelle, on attribue les problèmes de la personne à sa démence, à son cerveau, plutôt qu'à la structure. Vous voyez, alors que finalement, la réaction du général, c'était une réaction de santé et qui plaidait plutôt pour quelqu'un qui avait encore une dignité et qui ne voulait pas se laisser commander. Deuxième chose intéressante, pourquoi est-ce qu'il faut mettre une blouse blanche? Vous me le diriez bien, vous? Est-ce que c'est pour se protéger de quoi? On se protège de quoi? Qu'il y ait de temps à autre des soins qui impliquent de mettre un tablier ou une blouse, etc. D'accord, mais c'est symbolique. La blouse blanche est le symbole de quelque chose qui est un pouvoir médical. Je suis désolé, mais il est clair et net que cela joue. Or, ce n'est pas une structure médicalisée, c'est une résidence. C'est les personnes qui vivent la dernière partie de leur vie dans une structure. Donc vous voyez, ça change tout dans le raisonnement. La surcharge médicamenteuse, eh bien, en Suisse, comme en France, comme en Belgique, en moyenne, c'est en Belgique, mais c'est vrai ailleurs, et c'est parfois même plus important en France, les personnes avec une démence prennent simultanément, 8, à la Belge, 8
1,4 médicaments, dont des neuroleptiques, des antidépresseurs, des benzodiazépines, dans des conjonctions de médicaments qui font qu'on s'étonne alors qu'elles sont en plein état stuporeux devant la télévision, voire devant la mire, en bavant. Vous voyez déjà, si on retirait une grande partie de ces médicaments, je ne dis pas qu'on guérirait ces personnes, je dis simplement qu'on aurait des personnes dans un autre état. Donc, et c'est le dernier point, moi je vois 4 axes pour inventer de nouvelles structures. S'attaquer aux 4 fléaux que sont la solitude, le sentiment d'impuissance, l'ennui et les activités qui n'ont pas de sens. Eh bien, si on peut décliner une construction d'une structure d'hébergement qui rend compte de ces 4 éléments, je pense qu'on aurait une qualité de vie et un bien-être. Mais ça, c'est aussi un choix politique. Et quand je critique cela, eh bien, je me fais, au sein de Nancy, beaucoup d'ennemis. Et il est clair que ce qui fait qu'on a une association privilégiée d'amitié avec Beauregard, ben, c'est un lieu qui tente d'aller vers cela et qui y va pleinement. C'est-à-dire créer des habitats à taille humaine, faire en sorte que les personnes gardent un sentiment de contrôle et de responsabilité sur leur existence, autant que faire se peut, et même des personnes avec des troubles très importants, il est encore possible, et Tiziana pourrait en donner de multiples exemples, de leur demander si elles choisissent plutôt telle robe ou telle autre, etc. Même avec des troubles importants, imprégner la vie quotidienne de variété, de spontanéité, d'ouverture vers la société. Ce n'est pas la société qui doit venir dans les MS, c'est les MS qui doit sortir vers la société. Je vais prendre un petit exemple, allez, parce qu'il est quand même amusant. Donc je peux encore 2 minutes? Après, il y a plus que 3 questions. D'accord. Vous vous êtes brossé les dents ce matin? Bon, ceux qui ont oublié se taisent. Essayez de récupérer le brossage des dents de ce matin. Je veux celui de ce matin. Allez-y, mettez-le dans votre tête. Vous l'avez? Je veux celui de ce matin. Bien. Essayez de récupérer le brossage des dents de... on est quand? Jeudi. Jeudi passé. Oh, vous m'inquiétez. Mais bien sûr que non. On ne garde en mémoire, on ne garde, mettez bien vous ça dans votre tête, on ne garde en mémoire que les événements qui sont en lien avec nos buts, nos valeurs, nos croyances, etc. Dans un EMS, classiquement, la plupart du temps, tout est du type du brossage des dents. Donc si on demande à la personne, qu'est-ce que vous avez fait hier? J'ai mangé. Vous dites, mais donnez-moi un peu un exemple. Ah non, je ne sais pas. Alors l'interprétation, c'est de dire, c'est sa démence. C'est ses hippocampes qui flageolent. C'est sa démence. Mettez la personne dans des relations intergénérationnelles, mettez la personne en situation où elle a un sens à sa vie, etc., et vous verrez que sa mémoire sera meilleure. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas des problèmes de mémoire. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a des troubles cérébraux, mais sa mémoire, vous voyez, une vie qui a un sens. Et puis c'est tout. Dans une envolée lyrique, la démence, c'est finalement une image de notre société qui révèle ce que nous sommes réellement, et ce qu'on discute par rapport à la démence, on pourrait le faire par rapport aux handicapés mentaux, etc. Un monde qui valorise l'efficacité, l'individualisme au détriment de la compassion, de la solidarité, de l'engagement social, de la mémoire de notre humanité partagée. Défendre une autre manière de penser le vieillissement, c'est aussi s'engager pour un autre type de société, très clairement, dans laquelle la vulnérabilité, la différence, la finitude ont toute leur place. Et cette autre société, elle serait une meilleure société pour tout le monde et pas uniquement pour les personnes âgées. Voilà. Je suis logoréique, je parle trop, mais je vous remercie de votre attention et de votre patience.